interpeller qui Oui, vous voulez. bonsoir. Éric Guillot, je suis principal de collège, au collège Les Servisières à Meyzieux. Je voudrais apporter également un témoignage. Les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure des jeunes 10, effectivement, m'ont beaucoup touché. J'ai été touché dans ma carrière professionnelle par des enfants dyslexiques, effectivement, dans les établissements, de par leurs difficultés, de par leurs souffrances. Et ce sont ces témoignages-là auxquels j'ai été confronté, qui m'ont beaucoup engagé dans cette problématique au niveau des établissements que je dirige. Et dans l'établissement actuel qui est le mien, nous sommes très soucieux de la scolarité des dyslexiques. Très soucieux parce que l'évolution du système éducatif sur cette problématique a quand même été très importante. Il faut quand même le souligner, ça me paraît quand même essentiel. Alors, non seulement, effectivement, nous répondons aux problématiques de ces enfants, mais dans notre établissement, nous avons mis dans le cadre du projet d'établissement un des objectifs, effectivement, qui est un des plus importants, sinon le plus important, c'est le suivi des enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est impulsé dans la politique d'établissement. C'est également impulsé dans le contrat d'objectifs, avec des équipes qui travaillent ardemment autour de cette problématique, avec des enseignants qui sont extrêmement engagés. Je tiens à le souligner, c'est peut-être pas le cas partout, effectivement. J'entends aussi ce type de témoignage dont faisait référence M. Lyotard tout à l'heure. Mais néanmoins, les équipes du collège que je dirige actuellement sont tous engagés, tous motivés, tous parties prenantes. Ça se déroule comment ? Nous avons des liens avec l'école élémentaire. Ces liens nous permettent immédiatement, dès la rentrée scolaire en 6e au collège, de prendre en charge les enfants qui ont été repérés au niveau du cycle 3, au niveau de l'école élémentaire tout simplement, dans ces problématiques-là. Donc nous les prenons en charge immédiatement à la rentrée scolaire en 6e, avec des équipes éducatives, quand c'est nécessaire, avec des PPS, effectivement. Certains sont suivis avec des AVSI. Il y a des aménagements qui sont faits également pour ces enfants. Alors, on parlait du tiers-temps supplémentaire, effectivement, c'est pas toujours la solution, mais en tout cas, des examens aménagés, plus courts, des documents à trous, la remise de documents spécifiques, etc. Tout ça, c'est pris en compte par l'ensemble des équipes qui se réunissent évidemment régulièrement dans l'établissement et tous les professeurs sont présents. Car il ne s'agit pas que certains d'entre eux loupent un certain nombre d'informations et ne puissent pas répondre aux problématiques de ces enfants-là. Donc c'est un parcours vraiment individualisé. Donc je voulais aussi rassurer qu'il y a des équipes qui travaillent, des équipes qui sont engagées et des équipes vraiment qui font en sorte que ces enfants ne soient pas plus en difficulté scolaire. Et pour terminer mon témoignage, j'ai à peu près 7% d'enfants dyslexiques dans mon établissement. Ces enfants-là ont changé, et ont changé positivement, et viennent au collège, effectivement, avec le sourire, et viennent au collège satisfaits, et viennent au collège avec bonheur, parce qu'ils sont en situation de réussite. Ça, c'est extrêmement important aussi. Voilà, je m'arrêterai là, parce que je pourrais dire beaucoup encore. Merci. Merci pour ce témoignage. S'il y a d'autres interventions. Bonsoir. Alors, je m'appelle M. Guyenne Girard. Je suis représentant de l'Union départementale Force ouvrière et c'est la première fois que j'entends parler de la dyslexie. Donc c'est pour moi extraordinaire et pourtant j'ai été un membre influent du bureau départemental des parents d'élèves, la FCPE, dans les années 70. Je n'avais jamais entendu parler de la dyslexie jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, pour vous dire. Je savais ça existait, je suis quand même pas bête, mais je ne savais pas ce que c'était. La preuve, j'ai découvert certaines situations. Alors la première des choses qui m'apparaît, c'est que le monde tel qu'il est, nous, tous les gens ordinaires, beaucoup comme moi ne connaissent pas ces choses-là. Et une des premières choses que vous devez faire, c'est de vous adresser à l'ensemble de la population pour que nous ne voyions pas un enfant tel que l'a dit Sarah, tel que l'a dit Christelle, c'est-à-dire un enfant incapable, bon à rien, etc. Parce qu'effectivement, comme nous ne le savons pas et comme on nous apprend sans arrêt que les meilleurs, il faut sans arrêt, on a chacun des petits chevaux puis il faut essayer de les faire gagner. Donc, pour que nous ne partions pas dans cette condition-là, eh bien moi je vous le dis comme je le pense, eh bien
retournez-vous vers les parents, les autres personnes qui font cette société pour leur dire que ça existe et comment il faut aborder ces choses-là. Mais en même temps, je comprends que ceux qui représentent l'État ne puissent pas dire certaines choses, ce qui fait que je vais les dire. Parce que vous parlez des RAZ, je suis totalement d'accord, bien au contraire, depuis ce que je viens d'apprendre, je dis c'est utile. Mais j'apprends aussi par d'autres biais que les RAZ ont fait tout pour les supprimer. Après, comment ? Non mais c'est peut-être pour vous annexe, moi je vous dis ce que je ressens. Je ne suis pas en train de faire autre chose. La deuxième chose, c'est que j'ai appris que cette année, dans le secondaire, on mettait des milliers de jeunes enseignants sans formation. Déjà, ceux qui ont eu une formation, vous avez vu comment certains se sont conduits ? Ben, ceux qui n'ont pas de formation, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc... Excusez-moi, monsieur, c'est la journée des non, mais la parole est aux dyslexiques ce soir. Non, mais c'est pas on est dyslexiques. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. On vous remercie. On peut s'exprimer tout seul. J'essaie de les aider, mais je m'aperçois encore une fois que quand on met, comme monsieur le sociologue, je vous approuve, quand on met les pieds dans le plat, des fois ça gêne. Mais moi, c'était dans le sens pour aider les gens. Bon, on va vous demander de rendre le micro. D'accord, mais ceux qui ne sont pas dyslexiques, ça serait bien qu'ils continuent à vous aider. Nous sommes là. On va vous demander. Oui, je vais juste dire quelque chose sur ce témoignage qui était intéressant et qui laisse entendre quand même qu'il faut s'appuyer sur les associations de parents et que peut-être qu'on ne tient pas assez compte de ces bénévoles, le bon vouloir, bénévolat, qui peuvent diffuser les informations pour que tout le monde soit à égalité par rapport aux nouveautés sur la dyslexie, la dyspraxie, etc. Oui ? Bonjour, je me permets d'intervenir non pas en tant que conseil général, mais en tant que maman d'une dyspraxique et en tant que parent d'élève. Je voulais poser une question un peu largement, qui rejoint un peu celle de l'interlocuteur précédent. C'était la question, peut-être pas de la formation, mais de la sensibilisation des enseignants. Qu'est-ce qui existe dans leur cursus qui peut leur permettre d'avoir une appréhension des choses ? Moi, ma fille a une maîtresse qui est de très bonne volonté, qui essaye de faire progresser ses élèves, qui a vraiment mis en œuvre un tas de choses. Mais bon, elle écrit dans le cahier de comportement, parce qu'on a un cahier de comportement, ça ira dans le sens des témoignages, des choses comme « Nina a beaucoup de mal pour se concentrer, elle refuse de s'y mettre et demande de l'aide ». Elle écrit aussi « Elle se disperse trop et doit essayer de rester concentrée sur son travail ». Ce qu'elle essaye de faire, donc 3 fois plus que les autres. Elle a beaucoup de mal à travailler seule, et d'autres phrases dont je ne vous lirai pas, ça serait trop long. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que les enseignants ont cette bonne volonté, ça rejoint les propos de M. Lyotard, mais elle ne suffit pas. Donc est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ? Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, je vais aussi un peu mettre les pieds dans le plat, mais c'est un peu malheureusement ce que beaucoup de parents, d'associations constatent, c'est la difficulté qu'ont les élèves à avoir leurs AVS et leurs EVS. Parce qu'on est le 8 octobre, bientôt le 10 2010, et la rentrée, elle est le 2 septembre depuis très longtemps, et il n'y a toujours pas d'AVS. Cette année, il y a un vrai problème lié à des causes qui sont très diverses, mais les enfants sont en train de commencer à rater leur année scolaire. Voilà, c'était les 2 questions que je voulais poser. Merci, on va peut-être laisser répondre à l'institution, si vous voulez répondre aux 2 questions les unes après les autres. Oui, Michel ? Je pourrais répondre aussi à une autre question qui a émergé tout à l'heure. Moi, je n'élude pas ce que vous êtes en train de dire. Ce qui me chavire un peu dans le rapport entre la société et ses institutions. C'est vrai, vous avez raison, monsieur Lyotard, c'est bien à l'éducation nationale, parce que c'est le lieu, par définition, des premiers apprentissages, des apprentissages consolidés, des apprentissages fondamentaux. C'est bien à l'éducation nationale, c'est bien à l'école. J'aime pas de dire que c'est à l'éducation nationale, parce que ça, c'est une institution. L'école, c'est effectivement là où on emmène nos enfants. C'est bien à l'école que l'on se rend compte, effectivement, d'un certain nombre, parfois, de rapports qui ne sont pas les rapports que l'on attend. Vous voyez, je prends des précautions pour le dire. Je ne dis pas que ce ne sont pas des rapports normaux, je dis que ce ne sont pas forcément les rapports que l'on attend. Et je suis parfois ennuyé par l'assignation à résidence que cela constitue, c'est-à-dire par la manière dont on parle, la manière que l'on a de regarder ses élèves, ses enfants,
parce qu'on les regarde essentiellement à travers l'une de leurs composantes, et tout ce qui a été dit tout à l'heure au niveau des témoignages, ce que dit également le chef d'établissement qui s'est exprimé il y a quelques instants, c'est que la capacité qui est la nôtre, c'est la capacité à regarder derrière les enfants des élèves, c'est-à-dire d'imposer très rapidement un rapport institutionnel. C'est-à-dire d'imposer un rapport qui n'est plus seulement fondé sur l'affectif. L'affectif existe, on continue à y travailler, vous parliez de désir tout à l'heure, mais c'est la qualité même du citoyen que d'être désirant. C'est pas simplement la qualité de l'individu, c'est-à-dire que vous voyez que même institué, on a encore la possibilité, enfin je ne ferai pas de cours de philo là-dessus, mais on a encore la possibilité de désirer, heureusement. Alors, l'assignation en résidence, c'est quelque chose de particulièrement dangereux, parce que c'est à tous les niveaux que ça fonctionne. On regarde un gamin et on dit il est handicapé. Bon, quand on parle de l'école et quand on parle du rapport scolaire, quand on travaille aujourd'hui, quand on débat aujourd'hui sur les rythmes scolaires, on parle de la chose comme si le fait que l'école soit